du nombre de personnes qui se sont levées ce matin. Mais vu que le débat est enregistré et qu'il pourra être revisionné après, voilà, on va essayer de garder quand même un petit format au départ. Merci d'être là et de nous regarder. Nous sommes dans un débat du Festival des idées qui s'intitule Inégaux face à la santé. Et alors, il est un peu raccourci sur le programme, mais à l'origine, il comporte aussi la deuxième partie qui s'appelle Inégaux face à la santé, les maltraités des politiques publiques. Voilà, le titre global est ici. On est sur un format de débat inversé. Donc, le but, c'est pas tellement que que la tribune prenne une prise de parole très longue au début, mais qu'au contraire, on essaye d'engager un échange. Donc, on va essayer de s'y tenir. Pour vous présenter un peu qui on a autour de la table et aussi pour les gens qui sont en live, même si vous avez certainement lu rapidement en regardant cette table ronde les biographies assez impressionnantes des gens qui sont assis autour de moi. Alors, je vais commencer à toute ma gauche. Donc, vous avez autour de la table Florent Guéguin, pardon, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, et qui n'a pas que ce parcours-là, qui a aussi un parcours de conseiller à la mairie de Paris sur les questions d'exclusion et qui est aujourd'hui élu à Montreuil. À ma gauche, Nicolas Leblanc, médecin spécialiste de la santé publique et qui a pris un long parcours de consultant, est également impliqué dans la vie des mutuelles. Alors là, je pourrais faire une énumération un peu longue, mais tu as été DG à la LMDE, directeur des relations institutionnelles de la Massif Mutualité, aujourd'hui conseiller du groupe Vive. À ma droite, Éric Chenu. Euh, euh, Vous êtes militant mutualiste depuis beaucoup d'années. Pareil, passé par la LMDE, par évidemment la MGEN avec un long parcours de vice-président, puis maintenant aujourd'hui vice-président de la FNMF et d'ailleurs candidat à sa présidence. Et vous avez publié en décembre 2020, si je ne me trompe pas, un ouvrage à la Fondation Jean Jaurès avec les éditions de l'Aube qui s'appelle L'émancipation, horizon de nos engagements mutuels. Dont je pense que nous allons parler aussi aujourd'hui. Et puis, à ma droite, totalement au bout, Souad Belhaddad, vous êtes journaliste, grand reporter, écrivain de plusieurs ouvrages, vous êtes franco-algérienne, vous travaillez beaucoup sur la question aussi de l'identité. Et vous menez des actions de terrain, de prévention auprès de publics précaires. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé notamment de tout un travail avec les mineurs prostitués, donc qui va être aussi assez intéressant dans le rapport à la santé. Et moi, je suis Marthe Corpet, donc je suis en charge d'animer de cette table ronde. Je suis responsable des affaires publiques à ESS France en termes de métier. J'ai un petit parcours mutualiste par rapport aux gens qui m'entourent, mais j'ai été notamment administratrice de la mutuelle des étudiants. Pour introduire cette table ronde, parce que moi j'ai le droit de parler au début, contrairement aux autres intervenants. Alors j'en profite un tout petit peu, parce qu'après pour le coup je parlerai beaucoup moins. Alors moi je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé. J'ai évidemment quelques expériences, des expériences citoyennes aussi. Mais je pense que la période qu'on vient de traverser nous a un peu obligés à nous intéresser à ces questions-là, et particulièrement à l'enjeu des inégalités qui la traversent et de la responsabilité de l'État et du socle commun du contrat social dans le pays dans lequel nous sommes pour répondre à ces enjeux-là. Et en creusant, en fait, je suis retombée sur un texte qui m'a beaucoup marqué dans mes années d'engagement et que je trouve particulièrement fort aujourd'hui quand on réfléchit l'essence et pourquoi on a un service public de la santé. Et je suis retombée sur le champ des canuts. Alors les canuts, c'était les travaillés des soieries à la Croix-Rousse à Lyon, qui ont notamment créé les premières caisses de mutualité et qui sont un peu à l'origine et à l'histoire de la création de la sécurité sociale par Ambroise Croizat en 1946. Et il disait un truc assez simple, donc je vais vous citer ce chant. Ils disent « C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il nous faut avoir manteau et ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteau et ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. » Et à l'époque, on voit bien cette inégalité sociale, notamment dans le monde du travail, avec des gens qui mouraient sur les métiers à tisser. Et les caisses de mutualité ont justement été inventées pour permettre d'acheter la soierie qui était produite par ces mêmes travailleurs et recouvrir les corps des linceuls pour les rendre aux familles dans un état de dignité. Et donc couvrir, entre guillemets, le risque et venir apporter, par rapport à ces moyens, le besoin de couvrir et d'acheter cette soierie. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est finalement le principe de qui paye à hauteur de ses moyens et reçoit à hauteur de ses besoins est né de l'initiative citoyenne et de l'initiative des travailleurs, a créé le principe normalement de la sécurité sociale. Et donc, où en sommes-nous
Aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours là-dedans? Est-ce que les inégalités persistent? Comment elles sont traitées? Et finalement, pourquoi parle-t-on de maltraiter des politiques publiques? Voilà pour cette petite introduction. Le principe d'un débat inversé, c'est que normalement, vous prenez la parole dans la salle. Alors là, on n'est pas très nombreux ce matin, donc je ne vais pas tellement me prêter à l'exercice de vous expliquer comment il faut faire, mais peut-être qu'on fasse un petit tour de table, vu qu'on n'est pas très nombreux, sur comment vous pensez ce débat-là, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, et qui permettra aux intervenants de rebondir. Est-ce que ça vous va? On peut fonctionner par OK citoyen, sachant qu'il y a quand même la plupart des gens qui sont ici connaissent bien les intervenants, donc on ne va pas se mentir, on va essayer d'avoir une discussion et de passer un bon moment ce matin. Ça vous va? Les intervenants, c'est OK? Eh bien, c'est parti alors. Il y a des micros, alors je suis désolée pour l'exercice, c'est pas très agréable, mais c'est parce que, encore une fois, allez-y. Accessoirement, je suis à la MGN. Non, ouais. Non, non. Mais justement, non, alors très bon choix, un peu par défaut me concernant. Moi, j'ai vraiment une question, alors bien au-delà de moi. J'ai jamais compris pourquoi cette mutuelle, les autres je les connais pas par exemple, propose des forfaits si ridicules qui font que, moi je connais plein de collègues enseignants, etc., qui ne vont pas au bout de leurs soins parce que les remboursements sont ridicules. Alors je vous donne un exemple, des forfaits lunettes, 60 € à la MGEN, tous les 2-3 ans. Comment, avec ce genre je suis dans le vif, je suis dans le très terre-à-terre, mais il n'empêche, comment ça peut inciter les gens à avoir envie de se soigner, de penser leur santé, le suivi de leur santé de façon régulière et efficiente. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais... En tout cas, la stratégie, en gros, au-delà de cette histoire-là, c'est de dire, voilà, quelle est la stratégie des mutuelles pour que tout le monde puisse, quand on connaît le coût de certains soins, pouvoir accéder à l'ensemble de ces soins et ne pas avoir à en sélectionner. Ça marche. Je note la question. Vas-y, Aurélie. Bonjour. C'est hyper impressionnant, finalement, de prendre un micro quand il y a... En plus, non, mais il n'y a pas grand monde et qu'en plus, ça résonne, quoi. Non, moi, j'ai une question sur la notion de public, parce qu'en fait, la question telle qu'on l'avait posée au départ dans la programmation du festival, c'est vraiment les maltraités des politiques publiques. Et en fait, ce terme de public m'interroge beaucoup pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on commence à parler des inégalités de santé, en fait, on touche à beaucoup de choses qui concernent la vie quotidienne finalement des gens, c'est-à-dire quel est l'impact de l'environnement sur la santé, quel est l'impact du travail sur la santé, etc. Quel est l'impact potentiellement de l'hérédité sur la santé, etc. Donc en fait, ça touche vraiment à beaucoup de choses et je ne crois pas que seul le public puisse répondre à ça. Et par ailleurs, quand on commence à dire que les inégalités de santé, c'est vraiment autrement dit, c'est les déterminants de la santé, en fait, ce qui va déterminer, ce qui va influer sur la santé des gens, ça veut dire que ça touche tellement de pans en fait de la vie des gens qu'on va toucher à la question de la santé publique d'un côté, mais qu'on va toucher à des choses qui sont beaucoup plus individualisées potentiellement aussi demain. Donc il y a plusieurs questions, c'est-à-dire dans ma question, il y a est-ce que c'est que le public ou est-ce que du coup la question telle qu'elle est posée avec ce qu'il faut prendre en compte dans le cadre des déterminants de santé pose de fait la question d'acteurs en fait plus privés, notamment dans les territoires, en fait, où on sait que les services publics, par ailleurs, dans certains territoires, sont un peu malmenés. Donc, ouais, il y a la question pour moi des acteurs qui m'interroge beaucoup. Il y a la question du coup du cloisonnement des politiques en tant que telles, c'est-à-dire que les inégalités, elles sont aussi maltraitées souvent parce qu'en fait, les politiques publiques sont cloisonnées, en fait. C'est-à-dire qu'on traite l'environnement d'un côté, on va traiter l'environnement professionnel de l'autre, etc. Donc, en fait, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire on n'est pas autour de la personne, on est autour de la structure publique de politique. Donc, du coup, prendre en compte la personne en tant que telle, c'est compliqué. Et je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai l'impression d'être super longue déjà. Voilà. Je pense que c'est pas très grave, mais tu peux y aller. On continue un tour, je vous propose. Qui veut d'autre prendre la parole? Oui, parce qu'en fait, c'est enregistré. Oui. Voilà. Je voudrais juste m'assurer qu'on ne va pas passer à côté de la question de la santé mentale, qui est en fait la grosse claque que tout le monde s'est prise, que tout le monde connaissait, qui était latente largement,
Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces problèmes d'inégalité d'accès? La santé mentale aujourd'hui et la psychiatrie, elle est plutôt en ville. Sauf que l'accès à la ville, on vient de le dire, pour plein de raisons, là, c'est complètement inégal. Qui fait la santé mentale aujourd'hui? Qui sont les professionnels? Quelle est l'attractivité de ces métiers? Et quelle est la réalité aujourd'hui dans les territoires les plus démunis, les plus de cette capacité aujourd'hui? Si je prends un territoire que j'ai bien connu, les CMP, vous ne pouvez pas accéder aux CMP à moins d'1 an de liste d'attente. Quelle psychiatrie, quelle santé mentale, quel accompagnement pour les populations sur les territoires? Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Je suis Caroline Span, je suis co-directrice d'une coopérative qui travaille pour l'inclusion numérique. Je n'avais pas forcément prévu de prendre la parole ce matin, mais c'est vrai que la santé m'intéresse beaucoup, et notamment le milieu mutualiste, en tout cas les mutuelles. Moi, je trouve que c'est vraiment une forme d'entreprise qui, pour moi, certes, est assez ancienne, mais reflète vraiment tout ce qui peut incarner le monde d'après, le côté solidarité, le côté démocratie, lucrativité évidemment limitée, et la non-sélection aussi des adhérents. Et je trouve que pourtant, c'est une forme qui est extrêmement attaquée en ce moment. Enfin, pas en ce moment, depuis des dizaines d'années, il y a une confusion avec les assurances complémentaires. Enfin, on ne sait plus vraiment la spécificité des mutuelles. Et donc, voilà, pour moi, ma question, c'est plus comment ça peut incarner l'avenir, quel est l'avenir des mutuelles, et comment faire en sorte que ce soit encore un secteur qui soit dominant et inclusif. Bonjour, donc Aurélia Itouche. Je fais partie d'un collectif de citoyens qui s'appelle Ambition Commune, qui a œuvré pendant les dernières élections municipales à Tourcoing. Nous sommes aujourd'hui 3 élus, donc je suis conseillère municipale d'opposition à Tourcoing, d'une part, et d'autre part, je suis travailleuse sociale de formation. Donc je travaille dans un centre communal d'action sociale. Et voilà, donc la question d'inégalité face à la santé, c'est aussi un peu ce que je peux observer dans mon quotidien. La question de la santé mentale aussi, c'est une préoccupation que nous avons, puisqu'on travaille beaucoup en lien avec les CMP. Et comment... Alors moi, ce qui m'interroge, mais je ne sais pas si on est dans le thème, parce que c'est vrai que j'avais pas lu j'avais vu les inégalités face à la santé. Donc la question, c'est... comment on peut accompagner les personnes à prendre soin de soi, en disant que c'est pas quelque chose qui est si évident? Est-ce que il y a des freins parfois qui peuvent être financiers, il y a des freins qui peuvent être je pense que voilà, on n'a pas tous le même rapport face à la santé, et comment on peut accompagner, en tout cas, parce nous, on voit beaucoup de personnes, on voit des situations, on découvre des situations où, malheureusement, souvent, la maladie, en tout cas les difficultés, sont arrivées un point de non-retour. Donc, on se dit, qu'est-ce qui a fait qu'avant, il n'y a rien eu, que les personnes n'ont pas pris conscience, en tout cas, la difficulté. Voilà, merci. Allez-y, on continue. Du coup, pour rebondir dessus, je pense qu'il y a un questionnement qui est bicéphale, qui passe aussi par l'articulation entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, puisqu'on parle de politique publique, enfin de maltraiter des politiques publiques, mais la question c'est à quel niveau on peut aussi réguler la vie des individus, et à quel niveau on peut enjoindre ou essayer de donner comme indication aux personnes de réussir à prendre ces responsabilités-là. Donc il y a vraiment un jeu, une frontière qui est tenue entre l'impact des politiques publiques et l'impact des comportements privés. Et ça passe notamment par une double réflexion qui passe sur, actuellement, et notamment dans le domaine mutualiste, on demande d'avoir une certaine solidarité, on fonde cela sur une solidarité collective, sociale, etc. Et dans une époque qui est, entre guillemets, individualiste, il faut redonner le là à la possibilité à chacun d'œuvrer et de donner pourquoi on œuvre en fait solidairement et collectivement. Et ça, c'est un travail qui se fait de fond, indépendamment des questions de santé et de politique publique, mais qui est d'abord un renouveau au niveau des idées et ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'il y a vraiment une question qui est d'abord, qui est humaine et sociale, et une question de responsabilisation au niveau des acteurs.
Ok. Les deux personnes qui viennent d'arriver, est-ce que vous avez une volonté de poser une question? On est dans un débat inversé, donc on commence par une parole de la salle. Peut-être nous dire pourquoi vous avez envie de venir à ce débat et qu'est-ce que vous y attendez? Ouais. Alors le micro est là. Bonjour, moi je m'appelle Mehdi Litim, je travaille à Trappes notamment, et dans les quartiers populaires de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a un élément qui remonte régulièrement du terrain. Alors peut-être que vous en avez déjà parlé, je suis désolé, mais en tout cas dans les quartiers, qui n'est pas trop envisagé, me semble-t-il, c'est le vieillissement de la population. Et d'une population en fait qui ne fait pas beaucoup de bruit quand elle vieillit. Et on a des exemples, et je ne parle pas uniquement de la dépendance et du grand âge, mais des affections de longue durée aussi, qui se développent beaucoup. Et moi je travaille dans le milieu associatif, et on a par exemple des fois des situations où il y a des mamans qui n'ont pas la nationalité française, qui développent un cancer, qui est souvent assez avancé, qu'on ne peut pas guérir. Et on a cette double difficulté d'avoir les services de l'État qui n'arrivent pas à se mettre en branle suffisamment rapidement pour apporter une aide à ces personnes-là. Donc c'est le milieu associatif qui fait le lien dans le temps entre la situation qui vient de se déclarer et la mise en œuvre des capacités de l'État. Et puis on a aussi des difficultés liées en fait à la nationalité des gens. Et on ne sait jamais trop si les enfants vont devoir retourner dans leur pays ou le pays de leurs parents. Parfois, ils n'ont pas la nationalité française. Voilà. Donc, il y a, moi, ce que je peux dire sur les inégalités en matière de santé, moi qui aujourd'hui habite à Versailles et qui vois comment ça se passe quand ça se passe bien, avec un hôpital à proximité, des médecins un peu partout, c'est que dans les quartiers populaires, il y a cet élément qui remonte. Et peut-être la question que je pourrais poser, c'est est-ce que c'est des situations qui sont envisagées, qui sont prévues, dans quelle mesure ça l'est et puis dans quelle mesure ça ne l'est pas. Ouais, pour me présenter rapidement, donc je me présente, je suis Abdoulaye Diarra, je suis président de la LMDE et je suis président de l'association Rêve Jeune, une asso qui met à disposition des professionnels de santé au public étudiant en situation de difficulté. En région parisienne là en ce moment, et là on se développe en PACA et un peu sur le reste du territoire. Et évidemment la LMDE présente sur l'ensemble du territoire en tant que structure mutualiste. Moi je pense qu'il y a plusieurs sujets en tout cas qui sont intéressants, en tout cas que je pense intéressants en tout cas à pouvoir aborder. Premier sujet en tout cas c'est le fait que, en tout cas là, pour être dirigeant depuis pas mal de temps sur des structures jeunes de santé. En fait, il y a très peu de structures qui laissent la place aux jeunes pour pouvoir être acteurs de leur santé, à l'image d'un mouvement mutualiste qui aujourd'hui est un peu plus vieillissant. On a du mal en tout cas à faire confiance aux jeunes dans leur capacité à pouvoir peser sur leurs questions de santé et du coup, réciproquement, on a du mal à prendre en compte les spécificités que peuvent rencontrer les jeunes en matière de santé. On l'a vu dans la crise sanitaire où d'abord on a vu principalement les jeunes comme étant responsables en tout cas de la propagation du Covid, avant de se rendre compte qu'effectivement ils pouvaient avoir des impacts sanitaires, ne serait-ce qu'en termes de santé mentale, d'isolement et ainsi de suite. Et je pense que cet élément-là, il n'est pas négligeable parce que en fait, la santé, c'est pas juste entre guillemets une affaire de professionnels. Effectivement, il y a besoin d'avoir des formations ou autres, mais il y a aussi besoin de comprendre que c'est un enjeu de société, un enjeu citoyen, où les jeunes, à l'image du reste de la société, ils ont leur mot à dire et leur capacité à agir et surtout à pouvoir des fois influer des politiques. On sait que par exemple la question du remboursement des protections périodiques, ça a été beaucoup porté par les mutuelles étudiantes avant d'être généralisé dans le reste de la société. Qu'aujourd'hui, par exemple, il y a toute la question du remboursement et de l'accompagnement des personnes trans quand ils ont besoin sur les questions de médicaments ou autres qui sont quand même extrêmement coûteux. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont beaucoup portées par les jeunes. Et malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, en fait, comme on a des difficultés à pouvoir trouver des cadres pour pouvoir s'investir et pour pouvoir y peser, et surtout comme on est beaucoup en ce moment, alors à la fois par des politiques gouvernementales, mais mis dans des positions un peu gestionnaires, on a du mal à pouvoir essayer de faire en sorte que la santé, et elle reste en tout cas
Enfin, elle garde son côté d'innovation et sa capacité tout simplement à pouvoir répondre à des nouvelles problématiques sociales. Je pense que c'est aussi important de pouvoir revenir là-dessus. Top, merci beaucoup. Alors, il y a évidemment énormément de sujets qui sont remontés. Je vais essayer de séquencer un peu. Donc, je vais demander aux intervenants aussi de me faire un peu confiance, c'est-à-dire de ne pas vouloir répondre d'un coup à tout ce qui a été dit dans la salle, mais on va essayer d'avancer séquence par séquence. Voilà. Thank you. Alors, peut-être ma première question, c'est un peu pour rebondir sur le terme déterminant des inégalités de santé, déterminant des comportements de santé aussi, qui sont peut-être aussi un peu à l'origine de la réflexion de cette table ronde. Comment est-ce qu'on caractérise ces inégalités, d'où elles viennent et comment on y répond. Peut-être un peu sur ces déterminants pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce que j'ai l'impression que derrière le mot inégalité d'accès à la santé, en fait, il y a énormément de choses différentes. Est-ce que je peux te donner la parole, Nicolas, pour commencer là-dessus, et puis Eric ensuite. Allez-y. Merci Marthe. Bonjour à tous et tous. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a quelque chose qui me frappe quand même dans ce pays, c'est que les inégalités sociales de santé sont présentes depuis fort longtemps pour différentes raisons. Elles ont été mises en exergue de manière puissante avec le Covid, qui a été vraiment un révélateur absolu d'une maladie dévastatrice inconnue. Mais elles étaient là avant et elles vont continuer après et elles vont s'amplifier encore puisqu'il va y avoir un effet durable. Alors, je vais donner 2 illustrations chiffrées, je ne vais pas embêter le monde avec les chiffres, mais l'espérance de vie entre les 5% des personnes qui ont le plus haut revenu et les 5% qui ont le plus bas revenu, la différence d'espérance de vie est de 13 ans. Alors, derrière ce chiffre, c'est colossal, mais ça veut dire que derrière ce chiffre, c'est des centaines de milliers de morts, si on le traduit comme ça, liés à des facteurs prématurés, évitables, liés à des facteurs qui se constituent tout au long de la vie et principalement dès l'enfance. Et ces facteurs-là, ils sont liés à des politiques sociales globales. Donc la santé, ce n'est pas le soin, le soin. Or, on a souvent l'approche dans ce pays de réduire les problématiques et les politiques publiques de santé aux politiques de soins. C'est une tradition qui malheureusement est liée à plusieurs facteurs. Je ne vais pas être trop long, mais et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'approche collective, mesurée, politique de la santé dans son acception, c'est-à-dire son état social de un état de bien-être physique, psychique et social, dont les déterminants sont majeurs. Le premier, c'est l'éducation à la santé. L'éducation, avoir une représentation de ce qu'est la préservation de son capital santé. J'aime pas l'expression, mais elle a le mérite d'être claire. La deuxième chose, c'est les conditions de revenus, bien entendu. Les conditions de revenus, je ne reviens pas sur le chiffre que j'ai donné. La troisième chose, c'est les conditions de travail fondamentales, avec un monde qui est de moins en moins industriel, mais dont les services et l'organisation du travail dans les services, notamment pour les travaux précaires, sont génératrices aussi de problématiques de santé. Il y a le logement, bien entendu le logement. Un autre chiffre, l'espérance de vie des SDF, dont on a de mal à les quantifier, mais sous ton contrôle, c'est 400 ou 500 000 personnes en France. 300 000. Ouais, 300 000. L'espérance de vie, elle tourne autour de 50 ans, qui est moins que la Sierra Leone. Et on a du mal à l'estimer. Donc on voit bien que les déterminants de santé qui fait qu'on est malade, qu'à un moment donné, physiologiquement, le corps et son fonctionnement se dégradent jusqu'à ce qu'on soit malade, y compris en santé mentale, y compris en santé visuelle, sur l'ensemble du champ de la santé, fait que ça se constitue très très tôt. Et que si on ne travaille pas sur les déterminants qui amènent la dégradation de l'état de santé, eh ben on est condamné à travailler. Enfin, on est condamné, c'est pas qu'on est condamné, mais le soin devient le seul rempart. Et intervenir au bord du précipice, c'est nécessairement réducteur. Il le faut, puisqu'on est au bord du précipice, mais c'est nécessairement réducteur. Alors, les inégalités sociales de santé, en termes de politique publique, elles ont été vraiment identifiées en Angleterre dans les années 60-70. D'un point de vue international, c'est venu au devant de la scène dans les années 2000. Et puis, depuis la crise de 2008, il y a eu, sous le mandat Touraine, il y a eu quelques éléments qui ont été quand même extrêmement intéressants portés sur les inégalités sociales de santé. Mais alors, depuis 5 ou 6 ans, on en parle quasiment pas, un peu dans la stratégie nationale de santé, mais c'est vraiment peu outillé.
Demain, ça va être un enjeu important parce que, d'un point de vue politique, les populations, comment dire, la stigmatisation et la cristallisation politique autour des inégalités est en train de porter, et donc, y compris les inégalités sociales de santé. Donc, nécessairement, les politiques publiques vont être obligées de s'y intéresser, en tout cas, on le croit, enfin, il me semble-t-il, pour faire société quand on est à gauche. Et puis, pour finir, pas monopoliser la parole, c'est avoir des politiques avec toutes les parties prenantes. Parce qu'on a bien vu avec la crise Covid, l'État ne peut pas agir seul, la sécurité sociale ne peut pas agir seule, c'est toutes les parties prenantes, et je pense que dans les villes, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Strate territoriale qui est un peu abandonnée aujourd'hui des possibilités de prise en charge de la santé. Moi, je suis dans une ville où je suis élu. Le centre de vaccins, on a pu le monter. Pourquoi? Parce que ville de gauche, depuis 50 ou 60 ans, on a investi durablement dans une direction de la santé, avec un centre municipal, avec une maison de la prévention. Et quand il a fallu mettre en place les choses, on les a mis rapidement parce qu'il y avait des savoirs. Et on va vacciner les gens des quartiers populaires parce qu'on va les chercher grâce à des médiateurs sociaux payés par la mairie qui les amènent se faire vacciner. Donc, ce n'est pas uniquement les populations les plus favorisées qui se font vacciner. Donc, voilà le premier paysage. Et je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. À Fontenay. Merci. On reviendra un peu sur cette articulation des acteurs à l'échelle du territoire, notamment avec Florent Guéguin. Peut-être avant, Éric Chenu, sur la partie peut-être qui était abordée juste à la fin de l'intervention de Nicolas, sur l'articulation des différents acteurs pour constituer une réponse aux inégalités, et notamment l'interpellation qui était aussi faite du rôle, le résultat des mutuelles dans cet écosystème-là, qui ne sont pas évidemment les seuls acteurs. Mais c'est peut-être intéressant de voir qui il y a autour de la table pour traiter la question de la santé et comment on répond aussi à ces inégalités. Merci. Bonjour à tous et toutes. En complément de Nicolas, moi, ce qui me frappe dans ce genre de débat, et au travers de vos questions, c'est qu'on voit bien que les citoyens, les citoyennes ont une idée de ce qu'ils attendent du système de santé, de ce qu'ils attendent des politiques publiques en matière de santé. Et ça montre, une fois de plus, que l'enjeu fondamental, c'est comment on remet de la démocratie en santé. Comment on fait en sorte que ces questions-là, je ne veux pas être désobligeant avec Nicolas, en plus on se connaît bien et on est amis, mais ce n'est pas une question des médecins, ce n'est pas une question d'experts. Moi, à force de travailler dans le secteur, je suis aussi devenu un expert. Mais en fait, c'est une question avant tout politique. C'est quels moyens, quelles ressources on décide collectivement de mettre en commun pour se prémunir, se prémunir d'un certain nombre de risques, pour pouvoir soigner l'ensemble des populations, parce que c'est l'intérêt de toutes et de tous, via des cotisations sociales, via l'impôt, via des cotisations mutualisées, peu importe les mécanismes qui se complètent les uns des autres. Et surtout, quels objectifs on se donne. L'un d'entre vous est intervenu à juste titre sur la question du vieillissement de la population. Un autre sur la question des jeunes. Voilà, quels objectifs on se donne en termes de politique publique. La loi de 2004 a réaffirmé, la dernière grande loi de santé publique, a réaffirmé le rôle premier de l'État dans la responsabilité, la coordination et la stratégie en matière de santé publique. Très bien. Sauf qu'à quel moment on a un débat? À quel moment on dit, pour la mandature à venir, pour les 5 ans qui viennent, pour les 10 ans qui viennent, voilà les objectifs qu'on se donne. J'étais pour la Mutualité française au Japon il y a 2 ans pour aller voir comment ils traitaient la question de la longévité, comment ils avaient adapté leur politique publique de transport, de logement, de santé évidemment, du fait du vieillissement. Et qu'est-ce qu'ils se sont fixés? Nicolas parlait tout à l'heure d'espérance de vie. Mais si on regarde l'espérance de vie sans incapacité, les écarts sont encore plus importants. Et au Japon, ils se sont donné des objectifs pour faire en sorte que l'espérance de vie sans incapacité, qui est aux alentours de 70 ans, quand elle est chez nous à 63 ans et demi pour les hommes, 64 ans et quelques pour les femmes, eux, elle est aux alentours de 70 et 71 ans pour les hommes et les femmes, ils se sont donnés pour objectif de la monter à 75 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont donné un objectif. Et du coup, de cet objectif-là, ils déclinent tout.
Voilà, ils voient comment on va faire en sorte que les gens restent le plus possible en activité, le plus possible en mobilité, et des activités professionnelles pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, pas à temps plein, mais très aménagé, etc., etc. Et c'est tout ça qui nous manque aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire c'est la capacité à faire en sorte que les populations s'emparent de ces questions-là, se déterminent finalement ce qu'elles souhaitent faire à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, à l'échelle de l'État, et comment finalement on décide collectivement d'y allouer les moyens nécessaires. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis malheureusement très longtemps, et Nicolas y est revenu, je partage totalement son analyse, c'est que dans notre pays, finalement, on est peut-être victime du système de financement tel qu'il est posé, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de solvabilisation du système de santé et pas dans comment on détermine une stratégie en santé. Et c'est quand même vraiment ça la problématique majeure. Juste, je me pose la question sur le titre de la table ronde, et notamment sur la deuxième partie du titre. Les maltraités des politiques publiques. La question fondamentale, en fait, c'est surtout que c'est des politiques mal traitées. Voilà. On les traite mal. On ne les appréhende pas pour ce qu'elles sont, et notamment sur leur portée, sur le bien-être physique, psychique, social, et moi j'en rajoute un, environnemental, parce que je pense qu'aujourd'hui, et la crise l'a révélé, même si on le savait déjà avant, la dimension du bien-être environnemental est au moins aussi importante que les trois premiers, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se mobilise, que l'on joue un rôle. Alors nous, dans la mutualité, les mutuelles, on a une organisation qui est effectivement démocratique, c'est-à-dire que les adhérents, les personnes qui sont protégées, élisent des représentants, et ces représentants délibèrent et essayent d'élaborer des objectifs. Mais une bonne partie de notre activité, elle est consécutive des choix qui sont faits par l'assurance maladie, mais beaucoup quand même par le gouvernement, puisqu'on vient en complémentarité. Le volant totalement déterminé par les mutuelles est de plus en plus limité. Aujourd'hui, une partie du contenu est déterminée par ce qu'on appelle les décrets des contrats responsables et solidaires, qui déterminent un cahier des charges d'une certaine façon. Il y a de plus en plus de prestations qui sont décidées au travers des contrats groupes, d'entreprises notamment, au travers de ce qu'on appelle les référencements, les labellisations dans le cadre des fonctions publiques. C'est-à-dire que ce n'est plus la seule souveraineté des assemblées générales des mutuelles qui décide de tout. On a encore un volant, notamment via l'action sociale, où là, on est totalement, entre guillemets, maître à bord, et puis un certain nombre d'initiatives qui sont prises par les mutuelles en termes d'innovation, notamment d'innovation sociale, de politique de prévention, sur lesquelles, là, heureusement encore, on garde la maîtrise. Mais la question fondamentale, que ce soit dans les mutuelles, que ce soit pour l'assurance maladie, la Sécu en général, mais aussi pour les politiques de santé dans ce pays, c'est comment on remet de la démocratie, comment on fait en sorte que l'ensemble de la population se réempare de ces questions-là, qui sont, après l'emploi, la deuxième préoccupation de nos concitoyens. Et on l'a vu à l'occasion de cette crise, comment les inégalités étaient majeures. En fonction de où on habitait, si on habitait dans le 93 où il y a un désert médical majeur, où l'accès aux soins est très compliqué, où les conditions de logement sont beaucoup plus concentrées qu'ailleurs, et où la circulation du virus a été absolument délétère. Et il y a eu un effet cumulatif qui a fait que proportionnellement, les populations du 93 ont été beaucoup plus touchées que les populations du 92, si je prends deux départements de la région parisienne. Et ça, étendu à l'échelle nationale, c'est des choses que les gens perçoivent de plus en plus. Et ce rapport à l'inégalité est de moins en moins accepté, et à juste titre, parce que derrière, c'est une perte de chance pour l'ensemble de sa vie, pour soi, pour ses proches, pour sa famille, pour ses enfants. Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on travaille.
j'ai fini. Dans les perspectives de l'élection présidentielle à venir, on sait que les questions de sécurité vont être centrales. Et je pense qu'on a intérêt aussi à faire en sorte que les questions de sécurité sociale deviennent absolument le cœur des débats, parce que ça entraîne beaucoup de choses. Merci beaucoup. Pour continuer un peu à descendre cet entonnoir-là, de partir un peu des grandes inégalités jusqu'au territoire, peut-être passer la parole à Florent puis à Swat, justement sur ce rapport aux inégalités des plus précaires dans les territoires. Pour donner un exemple, je crois que la crise Covid est quand même un vrai révélateur d'un certain nombre de choses. Entre un arrondissement parisien avec des CSP qui ne sont pas plus et un arrondissement parisien avec des CSP+, il y a des différences de plus de 10 points de vaccination. Par exemple, entre le 18e arrondissement, le 5e arrondissement de Paris. Je crois que la révélation que ça a produit, c'est qu'il ne suffit pas de mettre un gros signe « vous pouvez vous faire vacciner » pour que le rapport et l'accès à la santé se passent. Comment donc ça se passe dans les territoires? Et manifestement, on a un problème d'accès à la santé des plus précaires dans les territoires. Donc, quel constat vous faites et comment vous travaillez sur ce sujet? Florent. Oui, bonjour. Il est clair que, et cela a été dit précédemment, que le Covid a été un révélateur des inégalités sociales de santé et des inégalités territoriales de santé. Moi, au-delà d'être le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, je suis aussi élu à Montreuil, et on a vu en Seine-Saint-Denis combien le cumul d'un certain nombre de difficultés sociales et économiques, je pense notamment au mal-logement, à la prégnance de salariés précaires qui étaient aussi des salariés de première ligne pendant la crise sanitaire, avec les problématiques aussi d'habitat insalubre, d'habitat surpeuplé, comment tous ces phénomènes finalement ont provoqué une surmortalité dans les quartiers populaires et particulièrement dans ce département. Donc ceci pour dire que la question de l'accès à la santé, en réalité, est nécessairement une question globale. Il faut évidemment intervenir sur sur l'amélioration de l'accès aux services publics de la santé, notamment pour les populations les plus précaires, mais il faut aussi intervenir sur l'emploi, il faut intervenir sur les ressources, notamment la question des ressources des jeunes, il faut intervenir sur la qualité du logement si on veut améliorer, j'allais dire, l'état de santé général de la population. Ensuite, nous savons, les associations de lutte contre l'exclusion, qu'il y a des difficultés particulières d'accès aux soins d'un certain nombre de publics. Nous savons que même si le système français de protection sociale est universel, en réalité, il y a des poches de population qui n'y accèdent pas ou qui y accèdent avec difficulté. Une première difficulté est la question du non-recours aux droits sociaux et du non-recours aux soins. Alors ça, c'est un serpent de mer de l'action sociale et de l'accès aux droits, mais si on prend les deux principales prestations de solidarité s'agissant de l'accès aux soins des plus précaires, à savoir la CMU-C, on estime entre 20 et 25% de non-recours à la CMU-C, donc des populations qui y ont droit et qui n'ouvrent pas leurs droits. Si on regarde l'autre grande prestation qui est l'aide médicale d'État, donc l'accès aux soins pour les étrangers, y compris les étrangers sans titre de séjour, on est aux alentours d'une personne sur deux qui devrait accéder à l'aide médicale d'État et qui n'y accède pas, qui n'ouvre pas les droits, et notamment parmi cette population, toute une population d'étrangers sans titre de séjour, sans domicile fixe, qui vivent en campement, bidonville, squat, etc., pour lesquels finalement les difficultés d'accès aux soins sont immenses. Donc on a ce premier problème de non-recours aux droits sociaux. On a ce deuxième problème de ce qu'on appelle le refus de soins, c'est-à-dire un certain nombre de professionnels de santé qui créent des mécanismes de barrage pour s'éviter d'avoir à soigner les plus pauvres. Et alors ça, nous, c'est quelque chose à la face que nous avons observé avec le défenseur des droits. Nous avons créé un observatoire du refus de soins.
Et on a vu des centaines de témoignages, alors aussi bien des travailleurs sociaux qui nous disaient « mais moi, j'arrive pas à obtenir un rendez-vous pour telle personne que je suis », des témoignages de personnes qui tentaient d'obtenir un rendez-vous alors chez un généraliste, mais surtout chez les spécialistes, parce que la question du refus de soins, c'est surtout les spécialistes et surtout le secteur 2, où très clairement, sur Doctolib, on peut voir régulièrement des petites annonces où ne prend pas la CMUC, ne prend pas l'aide médicale d'État. Donc on a saisi, sur la base de ces signalements et de cette enquête, on a saisi le défenseur des droits, qui a lui-même saisi l'ordre des médecins, mais on voit que toute la chaîne, en réalité, de sanctions est insuffisante et qu'on a toujours, malgré le caractère universaliste de notre système de protection sociale, des populations qui sont écartées des droits fondamentaux. Et puis un dernier point sur ces populations écartées, j'ai évoqué la question des étrangers. Il est clair que dans ce domaine, nous sommes en phase de régression, puisque, comme vous le savez, le gouvernement a, il y a 2 ans maintenant, durci l'accès aux soins des étrangers, notamment les demandeurs d'asile et les personnes sans titre de séjour, en créant des mécanismes de carence, de délais supplémentaires pour l'accès à l'aide médicale d'État, d'obligation de présence physique pour ouvrir ses droits à l'aide médicale d'État. Alors s'agissant encore une fois de populations qui vivent souvent dans des situations extrêmement précaires et pour lesquelles la prise de rendez-vous, etc., reste compliquée. Donc on voit aussi certaines décisions politiques qui créent des barrages et qui créent des difficultés supplémentaires d'accès aux soins des plus pauvres. J'aimerais bien justement vous passer la parole, Souad, un peu sur votre regard sur ce constat-là dans le travail de terrain que vous faites et comment la santé se place là-dedans. Est-ce qu'elle est finalement un vecteur pour parler aux gens plus facilement? Est-ce qu'elle est au contraire un sujet qui est vécu comme un frein dans l'accès au collectif ou dans le... je sais pas, dans le lien aux institutions publiques ou au contraire, est-ce que la santé permet justement d'aborder des nouvelles questions et d'essayer au contraire de recréer un peu de lien face à ces publics précaires? Pardon, je suis un peu dure ce matin. Il marche très bien. Non, déjà, je voulais préciser, je suis fondatrice de l'association Citoyenne des Possibles, parce que dans la présentation manquaient les éléments qui pouvaient expliquer pourquoi j'étais là. Et par ailleurs, je suis aussi membre du Conseil national des villes, qui donc est une institution qui regroupe des pôles d'élus, d'habitants. Et je pense à vous, monsieur habitant de Trappes. Il y a eu dernièrement, justement, on a travaillé à un rapport, une consultation sur la question du vieillissement dans les quartiers populaires. Et ce qui est intéressant dans les avis, c'est que c'est vraiment une pluralité de regards qu'on a dans ces travaux. Donc voilà, si jamais, je crois que le gamin aussi a hyper envie de le lire, le rapport. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais plutôt, si vous le voulez bien, un petit peu rebondir sur ce que j'ai pu entendre et ce que ça me... Et donc 3-4 points et le reste, je vous le laisse aux experts, comme disait Clara Luciani. En fait, la première chose, c'est que puisqu'on est là quand même ce week-end aussi pour se demander que reste-t-il de possible pour nous, j'avais un peu envie de me prêter à l'exercice de se projeter dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et moi, il y a un truc qui me plairait beaucoup, qui doit déjà se faire, c'est que si on avait à travailler, ce serait de déjà faire un peu une cartographie de ce qui marche en fait en matière de santé, même si j'ai bien entendu qu'on est dans la régression et qu'on partage tous un état des lieux assez alarmant. Mais qu'est-ce qui marche? Et notamment la centralisation des lieux de santé, ça c'est un truc qu'on a vu sur certains territoires qui marche, c'est-à-dire que si je suis habitante et que je vais aller voir le médecin qui me dit qu'en même temps ça serait bien que j'aille voir un psychologue ou que je me fasse accompagner de l'assistante sociale pour la suite, comme je ne ferai pas ces démarches
à 50% de temps parce que je manque de temps, parce que c'est voilà, eh bien, je peux trouver en sortant chez le médecin, exactement dans le cabinet à côté, le travailleur social, et puis juste dans la pièce à côté aussi le psychologue. Et ce qui fait que du coup, on arrive à quelque chose qui me paraît vraiment capital, c'est la question de la systémie. Vous l'avez tous dit finalement un peu implicitement, la santé, ça peut pas se penser hors d'une systémie. Et quand vous disiez comment est-ce qu'on aborde ça par rapport au... Eh bien, c'est par le biais de cette pluralité-là. C'est-à-dire que la question de la santé publique, elle pose la question de l'alimentation, elle pose la question du sport ou de l'activité sportive, elle pose la question du numérique, parce que déjà, pour aller prendre un rendez-vous chez Dr Lib, bah, ça veut dire qu'il faut avoir accès au numérique, et voilà. Et qu'une fois de plus, ce qui devrait être d'un simple droit, voilà, eh bien, revient à la charge des associations, comme vous disiez, monsieur. Moi, ça m'impressionne énormément que ce soit des associations qui doivent se charger de l'accompagnement d'une femme, voilà, c'est ça, ou bien que du coup, une association qui travaille sur la question du numérique se mette finalement à accompagner les gens pour avoir l'accès au droit à la santé. Donc, je nous invite, nous, quand on retravaillera sur ces questions, et ensemble, à vraiment ne jamais perdre de vue la question de la systémie. Je voulais juste poser aussi une question, peut-être en mettant le pied dans le plat, sur justement la question de la... Pardon. D'accord. Sur la question de la santé mentale. Moi, j'ai été très frappée du dernier débat concernant le rendu concernant l'affaire Mireille Knoll. Voilà. En partant, hein, on va se mettre un postulat qui pour moi ne paraît même pas nécessaire à dire, mais pour qu'on soit tous bien d'accord, il n'y a aucun doute, cet acte a été un acte antisémite, il y a une vraie tragédie, une affaire nationale, d'accord. Mais moi j'ai été très effrayée que ça devienne un débat, on est pour, on est contre. La santé mentale à ce moment-là est devenue quand même, tout le monde a idée de ce dont on parle, hein, la justice a considéré que l'assassin de Mireille Knoll relevait de la psychiatrie, et on a quand même vu à ce moment-là des manifestations, des prises de position, et ce qui m'a glacée, moi, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-réaction. C'est-à-dire que il n'y ait pas que nous, démocrates, nous ne soyons pas dans une ligne de manifestons pour, d'une part, absolument, ce qu'on fait toujours depuis très longtemps, dénoncer l'antisémitisme, mais de bien distinguer aussi que quand même, quand il y a de ce qui est considéré comme de la folie, eh bien, ça ne peut pas devenir vraiment un objet comme ça, sociétal, dont on discuterait, sur lequel on aurait une opinion, etc. Et là, pour moi, j'ai eu le sentiment d'un moment très, très grave. On est passé à côté, d'autant qu'au même moment, durant le confinement, on a vraiment vu à quel point il y a eu une hausse des troubles psychiques, effectivement, sans réponse, et que si on considère que le patient malade mentale ou psychiquement a une totale responsabilité, là, moi, je me dis, oui, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je dirais Gad Elmaleh, pardonnez-moi mes auteurs et mes aspirations, mais voilà. Donc, je trouve que ça, c'est très important à regamberger, c'est-à-dire à comment faire sur cette question-là, à ne pas nous faire prendre par nos propres affects, et à ne pas faire d'un enjeu qui est vraiment capital, hein, sur la question de la santé psychique. Alors, il ne s'agit pas de se dire que c'est qu'une affaire d'experts, c'est pas ça, hein, mais il s'agit aussi de reconnaître que une expertise, elle relève aussi d'un cadre juridique. Alors, on peut en rediscuter, mais voilà, ça, je voulais vraiment en revenir là-dessus. Et le dernier point, c'est la question... pardon, juste pour conclure sur ce point-là, pour pas qu'on pense qu'il y a juste une histoire d'anecdote, c'est le lien entre santé psychique et sécurité. Et soyons hyper attentifs à ce que justement tout le réflexe sécuritaire de notre pays ne soit pas en train de s'étendre, dont dans des domaines qui quand même peuvent tous nous concerner, hein. Vraiment, dans nos entourages, on le voit.
Et la dernière chose, c'était la question, quand vous demandiez, Marthe, comment on aborde la question de la santé, etc. Pour nous, en tout cas sur le terrain, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que n'est pas tellement posée ni pensée la question du corps, tout simplement. Et que vous parliez, tout le travail qu'on fait, et on travaille aussi beaucoup auprès de publics féminins, que ce soit des gamines en collège ou des mères de famille, c'est la question du corps n'est toujours pensée que par rapport à la question de la santé. Et dans ce cas-là, la santé est définie comme du soin, si on est malade, si on a mal quelque part. Or, c'est là justement qu'on pense qu'il y a un vrai travail à refaire. Et même, on va prendre un exemple, c'est sur la question des violences sexuelles. On est de plus en plus à devoir intervenir dans des collèges, dans des lycées, pour sensibiliser les jeunes filles aux violences sexuelles. Or, nous, il nous semble maintenant, de tout ce qu'on voit, que ce qu'il faut, c'est encore vraiment un chapitre antérieur, et qui est la question du corps, de la connaissance de son corps, avant même que la sensibilisation soit sur quand tu vas avoir mal ou quand tu vas être abusé, alors là, c'est illégal. Non, déjà, qui est ton corps? On a parlé de capital corps, c'est mon corps, si j'en ai une valorisation et si l'institution scolaire m'aide à intégrer ça, alors il y a quand même moins de chances pour qu'il soit frappé, abusé, ou en tout cas, si c'est le cas, que je puisse y réagir. Donc je pense là qu'il y a un vrai chantier qu'on pourrait faire collectivement, qui est pensé justement à ça, la question du corps, ce qui veut dire évidemment, dans ce cas-là, dans le cadre de l'institution scolaire, voir qu'est-ce qu'il en est de l'accompagnement des infirmières, etc. Voilà, toujours cette histoire de systémie. Et je terminerai en disant que, by the way, en venant, nous avons vu que l'hôpital est en grève à la Charité-sur-Loire. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole aux intervenants, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à aller chercher et à aller creuser, est-ce que déjà vous avez une réaction? On est quand même dans un débat inversé, donc je voudrais permettre qu'on ait ce travail d'alternance salle-intervenant. Est-ce que là, vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit? Vous avez pas mal parlé au début, donc j'ai encore pas mal de matière, mais oui, allez-y, monsieur. Moi, ce qui m'étonne, en fait, dans vos propos, c'est pas du tout, évidemment, un reproche, c'est le fait qu'on a l'impression que, en tout cas, nous, dans le public, et vous aussi, on n'a rien dans les mains, quoi. On n'est pas du tout outillé. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de constats, on voit ce qui ne fonctionne pas. Je suis d'accord pour dire que, finalement, c'est un problème de démocratie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un État qui est au-dessus de nous, qui a la main en fait sur tous ces éléments-là, et que nous finalement, voilà, comme on peut faire des propositions, mais on fait du coup beaucoup de constats. Donc sur uniquement cet aspect de vos prises de parole et des nôtres, je pense que effectivement il y a une réflexion à faire sur la démocratie en matière sanitaire, qui finalement fait pas partie de notre histoire et qui est peut-être aussi un impensé de notre vie politique actuellement. Il y a Abdoulaye aussi à côté. Ouais, rapidement. Juste moi, ça me fait rebondir sur deux éléments. Premier élément, et je pense que c'est un peu illustratif justement des complications des fois qu'on met dans toute la réflexion sur le système de santé. C'est par exemple aujourd'hui toute la réflexion du chèque santé psychologique mis à disposition des étudiants, qui est la caricature de, par exemple, un dispositif qui est très joli sur le papier mais qui ne fonctionne pas. On dit à un étudiant, en fait, si tu as vraiment besoin d'une consultation psychologique, va voir un médecin qui tamponne et certifie que tu as vraiment besoin d'un psychologue, et après tu as le droit à 3 séances de consultation, et après ces 3 séances, il faut que tu ailles faire un check auprès d'un médecin généraliste pour qu'il retamponne que tu as à nouveau besoin de 3 séances. Donc autant dire que sur la question de l'approche, tout est réfléchi en se disant normalement tu ne dois pas avoir de problème, et si tu as un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui certifie et vérifie que tu puisses avoir un problème. Et donc jamais qu'à aucun moment donné on peut se dire par exemple que même une personne en bonne santé pourrait tout simplement pouvoir avoir besoin de consulter, et que la question de la santé, c'est pas juste une question de réaction à des problématiques, mais effectivement quelque chose de positif. Et le deuxième élément qui m'a un peu plus poussé à faire l'intervention, c'est notamment l'intervention précédente, donc je vais répondre en même temps, mais je pense qu'à la fois c'est important qu'on voit que
pour le coup, on a un État qui n'est pas toujours le plus favorable, pour dire gentiment, au fait de pouvoir avoir des initiatives ou de pouvoir agir sur les questions de santé, mais que pour l'autre coup, je pense que c'est aussi notre responsabilité à chacun d'entre nous. Et je le dis d'autant plus que pour le coup, je suis un peu acteur de santé en tant que dirigeant d'une mutuelle et d'une association, mais c'est qu'aussi, malgré le fait qu'on a un cadre très réglementaire et très lourd, par exemple, qui nous pousse des fois à avoir des débats un peu de gestion, d'équilibre budgétaire, il y a quand même des capacités d'action. Et je prends par exemple l'exemple tout à l'heure que je disais, mais des protections périodiques, où là, par exemple, des dispositifs qu'on met où en fait, on a des professionnels de santé qui sont engagés. Par exemple, là, le fait d'avoir des consultations psychologiques, des consultations de médecins généralistes qui sont offertes à des étudiants qui sont gratuites, mais en fait, c'est juste que y a plusieurs acteurs de santé qui se sont rendus compte qu'il y avait une difficulté et qu'on a fait le choix, en gros, d'essayer de se coordonner ensemble pour pouvoir avoir une réaction, en tout cas la plus positive possible. Alors évidemment, comme toute réaction associative ou autre, il y a toujours la question des équilibres budgétaires à la fin pour s'assurer que le dispositif il s'inscrit sur la durée et qu'il soit périn. Mais je pense qu'il y a toujours un enjeu, je pense, à la fois devoir essayer de pousser l'État à pouvoir prendre les politiques publiques les plus importantes, ou en tout cas qu'il y ait une vraie stratégie en matière de santé, mais une responsabilité aussi de notre part à pas attendre que les choses arrivent et justement à essayer de faire en sorte de pouvoir agir avec nos biais et en ayant conscience qu'effectivement, ça veut dire que des fois, on doit, entre guillemets, essayer d'innover ou en tout cas de pouvoir essayer d'agir. Mais pour le coup, il y a quand même pas mal d'acteurs de santé en ce moment qui se rendent compte des difficultés et sur lesquels aujourd'hui, on a besoin de pouvoir essayer de créer des ponts pour voir comment on peut essayer aussi, pour le coup, de créer des contre-sociétés. Et je finis rapidement là-dessus parce que je peux prendre l'exemple de la mutualité ou autre, mais quand même, l'histoire, en tout cas, des acteurs de santé démocratiques, c'est beaucoup, en tout cas, une histoire de création d'acteurs, d'individus qui ont voulu créer une contre-société ou en tout cas agir face aux lacunes de l'État. Et je pense que cette historique-là, on a besoin de pouvoir continuer à le renforcer, d'autant plus actuellement, au vu des difficultés qui sont rencontrées. Exactement, c'est tout ce que j'allais vous dire. Merci pour avoir fait la transition. J'ai l'impression que la première partie, on a l'impression un peu d'être assez dépossédé de notre politique publique de santé, de devoir d'ailleurs agir par nous-mêmes. Et les exemples que vous donniez sont vraiment des actions citoyennes qui se font aussi un peu à côté de l'espace des politiques publiques. Est-ce que nous sommes vraiment dépossédés? Quel levier d'action avons-nous? Et comment construisons-nous demain une société dont le contrat social repose sur cette politique de santé, vu qu'elle a quand même été créé pour ça à l'origine. Je me passerai de citer Ambroise Croizat quand il a créé la sécurité sociale, mais il a quand même dit globalement l'État doit répondre à ces inégalités et c'est un socle de notre société refondée, Conseil national de la résistance, etc. Alors, qui veut commencer à répondre à ça? Tu commences? Oui, merci beaucoup. Je vais être bref pour que tout le monde puisse parler dans les 25 minutes qui restent. Sur les politiques, on a dressé le constat. Aujourd'hui, sur les politiques de santé publique, Éric l'a tout à fait éclairci dès le départ. Il faut sans doute revoir la démocratie. Désolé, une loi de finances de sécurité sociale, c'est quand même pas hyper sexy en termes de portée démocratique. La deuxième chose, c'est que les instruments démocratiques qui ont été mis en place dans les fins des années 90 n'ont quasiment pas été revisités, à savoir la conférence régionale de santé et la conférence nationale. C'est très institutionnalisé. On voit le cœur des Français particulièrement ouvert, ouvert, très, très, très joyeux vis-à-vis des institutions en ce moment. C'est clair, quand on regarde les sondages, c'est plutôt l'inverse. Et donc, moi, je vois là, tout ce qui est de l'ordre de la démocratie participative et de la rénovation du champ démocratique en santé n'a pas du tout été posé. Et donc, Éric l'a très bien dit, il faut que ça soit posé. Premier élément. Deuxième élément, c'est sans doute d'un point de vue des moyens. On va donner deux chiffres, à peu près 250 milliards d'euros en santé, dont un peu plus de 200 sur les soins. Donc, si on veut des politiques publiques de santé, encore faut-il pouvoir y mettre les moyens. Vous preniez la santé mentale. À un moment, dans la fin des années 90, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de pertes de chance en cancer, en cancérologie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les moyens, il y a eu des plans cancer, il y a eu un Institut national des cancers, il y a eu toute une somme de choses qui ont été faites. Alors, est-ce que c'est reproductible en santé mentale? Peut-être pas, il faut y travailler. En tout cas, c'est un champ extrêmement important de la santé, avec des fortes prévalences et une forte
morbidité, comme disent les experts, et Clara Luciani. Et du coup, il faut le remettre un peu en haut du panier et y travailler. Et puis, dernier point, c'est qu'une approche une politique publique de santé, c'est une politique sociale. On ne peut pas les délier. C'est systémique, ça a été dit. Et donc, à un moment donné, d'avoir des politiques systémiques, il y a d'autres champs dans les politiques publiques qui ont une approche systémique. Et donc, c'est sans doute là où il faut le voir. Eric a cité le Japon, où il y a des objectifs qui peuvent être déclinés sur l'ensemble des ministères, après à d'autres échelles du territoire, dans une organisation vraisemblablement différente, où la place de la région et des villes est importante, à mon sens, beaucoup plus importante. On pourrait y revenir, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut pouvoir commencer à travailler. Donc ça doit venir dans le débat public, ça doit pouvoir après faire l'objet de propositions extrêmement ciblées sur la santé mentale, le cancer, les déterminants de santé, le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues, les violences faites aux femmes. Enfin, on ne va pas réaborder tout le champ de la santé aujourd'hui, mais ça doit en tout cas pouvoir être travaillé de manière systémique et à plusieurs échelons, avec une participation démocratique beaucoup plus dynamique que celle qui est présente aujourd'hui. Garde le micro, parce que j'ai une autre question à te poser. Oui, moi, je vais la donner, on va laisser tout le monde répondre et je vais repasser la parole. Juste, j'ai une dernière question. Mon micro ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai une dernière petite question pour toi. Tout à l'heure, tu disais, dans la campagne vaccinale, si les mairies, on n'avait pas mis en place un centre, jamais il y aurait eu quelque chose qui se passe à l'échelle territoriale. Et en regardant, il n'y a pas de compétences santé quasiment dans aucune des collectivités. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un angle ? Je pense que le département a des compétences médico-sociales affirmées, c'est 75% de leur budget. Ouais, médico-social, et les mairies en ont quasiment pas. C'est historiquement les questions de salubrité, on va dire. Ça, c'est le sujet. Il y en a qui s'en sont emparés. La mienne, ça fait 50 ans qui s'est emparée de la santé. Là où j'étais élu avant, à quelques centaines de mètres, c'était que dalle. Et ce qui est quand même la loi du genre. Je fais partie de l'association Élus Santé Publique Territoire. Un de nos grands combats, c'est justement de faire en sorte que le territoire puisse être un des éléments clés. Parce que les populations, elles vivent là-bas, le ciblage des populations, elles vivent là-bas. Parce que l'accès aux soins, c'est avec les CCAS que ça se fait, parce que les maires et les associations, les maires connaissent les associations, les professionnels de santé, les commerçants et les populations qui le voient tous les jours. Qui veut réagir là-dessus ? Merci. Moi, quand je disais tout à l'heure, il faut se donner des objectifs et après, on les décline. Il y a une des intervenantes tout à l'heure dans le public qui disait tout ne doit pas dépendre, tout ne peut pas et tout ne doit pas dépendre des politiques publiques. Je partage totalement. Si on se donne des objectifs en matière de santé, par exemple, le milieu du travail doit devenir, les employeurs ont une responsabilité dans la manière dont ils organisent le travail, dans la mobilisation des partenaires sociaux, autant organisations syndicales qu'employeurs, pour améliorer les conditions de travail, prévenir les risques professionnels, faire en sorte que l'entreprise, faire en sorte que l'administration, etc., en fonction de là où les gens sont, deviennent des territoires de santé. Et il y en a qui le réussissent d'ailleurs très bien. Donc c'est tout à fait possible. Si on veut, parce que augmentation de l'espérance de vie globale dans le pays, et qu'à un moment donné, il y a une question sur la question des retraites, très bien, mais si avant, on n'a pas réglé la problématique sur la qualité de vie au travail, sur le fait que les gens puissent travailler plus longtemps, c'est un débat qui restera assez théorique et pas du tout assumable. Donc, il faut vraiment qu'on crée les conditions pour faire en sorte que les acteurs, là où ils sont, aient la capacité d'agir. Et pour aller plus loin par rapport à votre question, Art, moi je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est comment, j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait une responsabilité de l'État réaffirmée par la loi sur les objectifs de santé publique. Par contre, après, dans la mise en œuvre, on sait très bien que ce n'est pas depuis la rue de Ségur, le ministère de la Santé, que ça peut se faire. Donc il faut absolument que dans la mobilisation des collectivités territoriales, dans la mobilisation des acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, associations, mutuelles, fondations qui interviennent dans ces secteurs-là, on fasse confiance aux acteurs. Et il y a en prévision, en discussion, la loi des 4D là, qui arrive sur la différenciation, décomplexification, déconcentration, décentralisation. Ça doit être l'occasion de se poser les bonnes questions, éclairées par la crise, même si beaucoup de ce qu'a révélé la crise était
en germe et même bien développé avant, pour voir comment, au travers finalement de nouveaux leviers de contractualisation entre l'État et les collectivités, on peut lutter efficacement contre les inégalités économiques, territoriales, sociales et numériques dans l'accès aux soins, parce que aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de ces paradigmes-là qu'il faut agir si on veut réduire la perte de chance. On a un enjeu fondamental. Il y a un levier sur lequel il faut qu'on investisse collectivement de manière majeure. C'est le numérique. C'est le numérique en santé. Donc là, il y a différentes choses. Il faut travailler sur la culture et la culture numérique des assurés sociaux, des patients, des personnes malades, des professionnels de santé, pour que tous et toutes utilisent toutes les possibilités qui sont offertes par ce secteur-là, qu'on investisse sur les infrastructures, qu'on crée les conditions de la confiance. Nous, on a préconisé au niveau de la mutualité 6 principes. La transparence, notamment sur les algorithmes, le principe de loyauté, sur le fait qu'on ne pouvait pas utiliser le numérique sans le consentement, bien évidemment, des personnes, l'égalité d'accès et la fracture numérique, les difficultés économiques à accéder au numérique, la compréhension de tous les enjeux, ça a été abordé par Swat tout à l'heure, c'est quelque chose d'essentiel. La garantie humaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne puisse pas être seul face à un algorithme ou un robot, mais qu'on puisse toujours avoir la médiation d'un médecin, d'un professionnel de santé, et l'inviolabilité des infrastructures. Mais pourquoi c'est absolument essentiel? Parce que le numérique va nous permettre de davantage personnaliser les politiques de prévention, les politiques d'accompagnement. Donc si on l'utilise bien, ça peut être un levier pour réduire les inégalités, pour aller chercher celles et ceux qui sont les plus éloignés du système. On peut faire des grandes campagnes de prévention, on sait que c'est les personnes les mieux informées, les plus éduqués qui en bénéficient. Ce que disait Nicolas, à un moment donné, en gros, c'est les derniers mètres les plus compliqués. Et il faut aller chercher les gens. Le numérique peut permettre ça si on s'en donne les moyens et si on se donne cet objectif-là et qu'on mobilise tous les acteurs pour pouvoir l'atteindre. Si on ne se les donne pas, ça sera un levier supplémentaire qui accentuera les inégalités. Alors, j'entends bien, on a parlé des personnes les plus vulnérables et c'est absolument essentiel. Je veux aussi qu'on s'intéresse à une population qui est beaucoup plus invisible. Là, on peut l'appeler la société des Gilets jaunes, peu importe. Ceux qui travaillent, qui ont accès, qui peuvent habiter en ville, qui ont tout géographiquement, ils peuvent aller chez un médecin, chez qui ils veulent, etc. Et pourtant, cet accès est contraint pour des raisons, et je le répète, financières quand même. Moi, j'ai été enseignante en quartier populaire. Le nombre d'élèves qui plissaient les yeux, qui ne voyaient pas et qui n'osaient pas dire, et quand on disait « mais qu'est-ce que t'as, mais mets-toi devant », etc. Et on comprend que c'est parce que la famille n'a pas d'argent pour aller acheter une paire de lunettes. Quand on voit que les dents se superposent et qu'il a 16 ans et qu'il ne sourit pas parce que c'est quelqu'un qui est apathique et quoi que ce soit, mais c'est juste parce que, bah ouais, l'orthodontie, ça a un coût, etc. Donc ma question est, à quel moment ma gauche va-t-elle considérer que l'accès aux soins ne doit pas être tributaire, ne doit pas être la conséquence d'un sacrifice économique? Point à la ligne. Quels que soient les territoires, quel que soit... Voilà. On ne doit pas sacrifier, on ne doit pas faire des calculs sur son budget familial pour savoir si on peut, sur tant d'années, payer un appareil ou acheter des lunettes ou alors, si ce n'est mettre des lunettes de piscine. Enfin voilà, et ça me rend dingue parce qu'il y a une partie de cette population-là qui pourrait avoir accès, qui a même une mutuelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais exprès de taquiner la MGEN. Parce que, bah ouais. Répondre, non, mais, répondre. Oui. Non, mais quand je dis, bah voilà. Alors, pardon, je vais faire une petite incise personnelle. Moi, 2 enfants. Allez, quand on change les lunettes, bah, vous savez quoi? Quand la MGEN vous dit bah, c'est tous les 3 ans et que c'est 60 €, eh ben c'est dramatique d'avoir des stratégies de soins. Et encore, je suis très privilégiée. Et je pense à ceux qui ne peuvent pas. Et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, au moins pour des choses aussi essentielles,
comment les gens peuvent avoir accès à ces soins-là sans que ça relève d'un sacrifice économique. Merci. Alors, je vais répondre sur la question globale, puis je vais répondre sur la question de la MJN après. Ah non, mais si, je vais quand même y répondre. Mais la question, elle est essentielle sur la question de l'accès économique. La question, c'est qui va se poser pour le système de protection sociale, pour l'assurance maladie comme pour les complémentaires. C'est est-ce qu'à un moment donné, on travaille à la régulation tarifaire du secteur, de l'ensemble des secteurs, optique, dentaire, audio, etc., notamment par les réseaux conventionnés. Nous, c'est la ligne qu'on privilégie en mutualité, à la MJN en particulier, depuis plus de 30 ans. Et à un moment donné, sous la pression des lobbies, des équipementiers en optique, etc., il y a eu des recours en justice pour contrer les réseaux conventionnés. C'est quoi les réseaux conventionnés? C'est dire on augmente le niveau de remboursement des complémentaires sous réserve que les professionnels en face fassent un effort dans la régulation tarifaire et que c'est comme ça qu'on arrive à réduire le reste à charge. Si on ne fait pas ça, en permanence, l'assurance maladie augmentera le niveau de remboursement, les complémentaires augmenteront les remboursements, mais tout ça, n'oubliez quand même pas que ça vient toujours de votre poche, des cotisations sociales et des cotisations de mutuelles. Et ce qu'on s'est aperçu avant qu'il y ait les réseaux conventionnés, c'est que les remboursements augmentaient et le niveau de reste à charge augmentait, parce que les prix augmentaient encore plus vite. Donc la question, c'est de savoir c'est quoi le juste prix d'une paire de lunettes? C'est quoi le juste prix d'un appareil d'audioprothèse? Et c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail de fait pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, pour à un moment donné se mettre d'accord. Et l'enjeu, c'est pas le niveau de remboursement, c'est comment on arrive à réduire les restes à charge. Parce que c'est le reste à charge qui fait que, individuellement, au niveau de sa famille, on est capable ou on n'est pas capable de payer. C'est ça l'enjeu. Si on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. On prend les chiffres il y a 30 ans, c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. La sécurité sociale, elle remboursait 77%, elle rembourse 78% aujourd'hui. Les complémentaires, elles remboursaient 14%, elles remboursent toujours 14% aujourd'hui. Le niveau de reste à charge, il est toujours de 7-8, aux alentours de 7%. Donc on dit que c'est exactement pareil. Sauf qu'en fait, à l'échelle individuelle, ça n'a rien à voir. Parce que les coûts en santé ont énormément augmenté, beaucoup plus vite que nos salaires. Les cotisations sécu ont augmenté, les cotisations des complémentaires ont augmenté, et le niveau de reste à charge a augmenté. Mais le niveau de reste à charge, il n'est pas le même pour tous. Pour une personne qui est en affection de longue durée, qui a des pathologies lourdes, il est 2,5 fois supérieur à celui d'une personne en bonne santé. Alors que normalement, l'assurance maladie, elle prend en charge à 100% la pathologie. Mais sauf qu'il y a plein de frais annexes, de besoins de santé annexes, etc., qui ne sont pas couverts. Et donc c'est vraiment ça, l'enjeu, c'est comment, dans le cadre des politiques, dans le cadre de l'action publique et de l'action de l'ensemble des acteurs, et les mutuelles en font partie, on arrive à sortir de l'analyse macro pour revenir à la réalité de ce que vivent les gens. Voilà. Parce que l'enjeu, il est là. Mais si on ne s'attaque pas à la question de la régulation tarifaire et qu'on ne raisonne juste que ah mais moi j'ai un coût et il faut que ce coût soit solvabilisé, on ne s'en sortira pas. Soit Florent, lequel des deux veut commencer sur justement les leviers qu'on peut activer pour sortir de ce constat de maltraitance et essayer de reconstituer une société qui s'appuie plus sur la santé dans son contre social? L'un, l'autre, Florent? Moi, je veux dire d'abord que évidemment, il n'y a pas de fatalité aux difficultés d'accès aux soins et aux difficultés de prise en charge du soin. Il n'y a pas de dépossession, il y a des décisions politiques et budgétaires à prendre et à assumer. Si je reviens sur les questions
par exemple, de non-recours aux soins et de non-recours aux droits sociaux, les associations ont développé beaucoup de propositions qui visent à simplifier les démarches, à fusionner les prestations, à faire en sorte que remplir un dossier de CMU-C ne soit pas trop compliqué. Nous avons proposé, par exemple, que les allocataires du RSA soient automatiquement titulaires de la CMU-C sans démarche supplémentaire. Il y a la question du numérique dans l'accès aux droits qui est très important. Et je modérerai un peu les propos sur le numérique qui serait un progrès pour l'humanité. S'agissant des populations qu'on accompagne, le numérique est quand même globalement plutôt un frein aux droits, du fait des difficultés d'usage, de compréhension. Et moi, j'en appelle plutôt, à côté du numérique, à réinvestir la relation humaine, l'accompagnement, les points d'accueil physiques, parce que si on ne fait pas ça, on va avoir toute une partie de la population éloignée du numérique qui sera aussi éloignée des droits liés aujourd'hui au numérique. Mais je crois qu'on a beaucoup de politiques publiques à rénover pour faire en sorte effectivement de garantir la promesse républicaine de l'accès aux soins pour tous, quels que soient les revenus et quel que soit le capital. S'agissant des questions de santé mentale, là aussi, pas de fatalité. Je veux dire, il faut, de notre point de vue, recréer un grand pôle public de la psychiatrie. Quand je dis pôle public, ce n'est pas que des institutions publiques, c'est un pôle constitué à la fois de l'hôpital public, du secteur associatif, du secteur mutualiste, mais qui fasse en sorte qu'on arrête, je dirais, cette politique de régression, de fermeture des lits, qui dure en psychiatrie depuis quelques dizaines d'années, et qui fait aujourd'hui que les personnes qui sont en souffrance psychique sont majoritairement dans 3 endroits. À la rue, c'est la majorité de la population sans domicile fixe. Ils sont dans les centres d'hébergement, dans les centres d'accueil pour SDF, puis ils sont en prison. Ça, les lieux aujourd'hui d'accueil des grands malades, j'allais dire en santé mentale, ne sont plus finalement à l'hôpital public ni dans les lieux qui étaient initialement prévus pour eux. Donc il faut réinvestir une grande politique publique de santé mentale et se donner à la fois les moyens et la volonté politique de le faire. Et puis une dernière remarque c'était la remarque de madame sur oui, mais attention, il y a les précaires, mais il y a aussi les gilets jaunes et la petite classe moyenne, etc. Moi, je ne fais pas de distinction. Je rappelle que quand je parle de la CMU-C, le plafond de la CMU-C aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 €. Donc ça couvre des populations très précaires, mais aussi des travailleurs pauvres, des gens qui sont à mi-temps au SMIC, etc. Donc une partie du public gilets jaunes qui était évoquée. Et il faut être vigilant à ne pas opposer ces publics, parce que ça, c'est... En tout cas, il peut y avoir des tentations d'opposer finalement ceux qui cotisent à ceux qui ne cotisent pas. Les étrangers face au reste de la population, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, etc. Donc, c'est pas ce que vous avez fait, mais il faut être attentif à défendre une politique universelle d'accès aux soins et encore une fois qui fasse en sorte que, comme vous l'avez très bien dit, la question des ressources ne soit pas une question clé d'accès aux soins et d'accès aux prestations. Et un mot de conclusion, encore une fois, toutes ces politiques d'accès aux soins, elles sont nécessairement globales. Si on veut améliorer la santé générale de la population, il faut certes agir sur le service public du soin, l'accès aux soins, mais il faut agir sur le logement, il faut agir sur l'emploi, il faut agir sur les ressources. La question quand même de la paupérisation de toute une partie de la population post-crise Covid aura des effets majeurs en santé. Elle a déjà des effets majeurs en santé, notamment sur les problématiques de santé mentale, mais de facto, quand toute une partie de la population bascule sur le RSA, perd des ressources,
quand toute une partie des jeunes n'ont plus de ressources et n'accèdent toujours pas au RSA, ce qui est quand même un scandale majeur, enfin, inacceptable. Nous, on est très en colère face au retard gouvernemental sur ce sujet. Enfin, ça fait des mois qu'on alerte sur la situation des jeunes, des 18-25 ans sans ressources, qui font la queue devant les distributions d'aide alimentaire. On n'a toujours pas de décision gouvernementale d'ouverture sur ce sujet. Enfin, c'est un scandale terrible. Et c'est toute une partie de la jeunesse qui est précarisée. Et précarité financière, précarité alimentaire égale aussi difficulté de santé et difficulté d'accès aux soins. Merci. Il y a le gong, mais on va prendre encore quelques minutes. Soit sur cette... C'est juste une minute pour peut-être juste raconter du terre-à-terre à partir de nous, notre expérience du macro. C'est comment, en fait, je vais dire un truc qui peut paraître banal, mais qui est tellement essentiel, en tout cas pour nous, à Citoyenneté Possible, c'est comment re-rendre les gens acteurs, actrices d'eux-mêmes. Et derrière cette phrase bateau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours cette question de la systémie. Vous travaillez sur une intervention dans un collège, sur la question du racisme, l'antisémitisme, comment on fait? Ok, observons celui qui est en train de somnoler, de dormir. Est-ce qu'il a pris son petit déjeuner? Est-ce qu'il a dormi cette nuit? Donc, comment faire un signalement à ça au professeur? Et voilà, c'est-à-dire créer en permanence des chaînes. Nous, maintenant, il n'y a plus une seule intervention. Donc, on travaille sur les questions de lutte contre racisme, antisémitisme, sexisme et discrimination, et en faveur du dialogue citoyen. Donc on travaille avec des publics jeunes comme des publics adultes, avec des parents comme avec des professionnels de mission publique. Il n'y a plus une seule de nos interventions qui ne commence pas par de la mise en mouvement. Alors je vous laisse imaginer, vous arrivez et on pense qu'on va juste vous faire un topo sur les discriminations, et nous on dit enlevez vos chaussures, est-ce que vous pouvez vous lever, il y a des balles, etc. Voilà, est-ce que vous pouvez prendre là juste peut-être 5 minutes seulement pour vous-même. Vous arrivez, vous nous dites que c'est pas possible, il y a trop de violence verbale, que vous subissez ça. Ok, on va prendre déjà un moment pour que votre corps, lui, il puisse se dire qu'est-ce qu'il encaisse, quoi, qu'il puisse, voilà. Donc, c'est à partir, me semble-t-il, de ça, de cette attention que nous pourrions tous avoir, cette vigilance en systémie, qu'on pourra arriver aussi, moi je vous parle du terrain bien sûr, à la question de la santé publique comme un grand tout, quoi. Parce que c'est un champ, il n'y a pas seulement que c'est pas sexy, c'est hyper abstrait, et de plus en plus, regardez même la façon dont on parle, nous tous et nous toutes là, mais même nous, on adopte un vocabulaire un peu technocrate, un peu langue de bois, et pourtant on est hyper impliqués tous. Donc, moi, j'aimerais énormément un jour qu'on se prenne comme ça des habitants et on dit, allez, on lève. Qui sait qu'est-ce que ça veut dire, voilà, un dispositif de santé publique? Qu'est-ce que ça veut dire le mot dispositif, puisqu'on l'entend? Et donc, c'est ça, moi, je trouve, si une fois de plus, la raison qui nous réunit aujourd'hui est de se dire comment on peut tenter de réfléchir le plus tard à court terme, c'est vraiment aussi de repartir sur des fondamentaux communs, quoi. C'est... Et voilà. Enfin. Merci beaucoup. Je suis désolée, il va falloir qu'on conclue. Merci à tous. Je crois que peut-être c'était très bien, et je pense d'ailleurs que c'est ce que nous a appris toute cette crise, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à la santé, il y a de la construction d'une politique publique de santé, et que ça se fait... Exactement. Et de la prise de conscience, je le dis pour les gens qui sont en ligne et donc qui n'ont pas entendu la parole de Swat Veladad. Merci à tous et toutes d'avoir suivi ce débat. Évidemment, je crois que nous sommes tous là dans la journée et demain, donc nous pouvons poursuivre en informel, et ça fera un petit plus à ceux qui n'ont pas fait le déplacement à la Charité-sur-Loire, parce que ça vaut le coup. Très belle journée à toutes et tous, et merci aux intervenants et intervenantes. Bravo.